Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo est en quelque sorte un tutoriel pratique sur la façon de construire un véritable modèle de régression logistique en utilisant Python comme langage de programmation. La dernière fois, nous avons parlé de ce qu'est la régression logistique, puis de la manière de construire un modèle de régression logistique. Dans quel cas d'utilisation est-il préférable de construire une régression logistique plutôt qu'une linéaire? Ces deux modèles sont des modèles supervisés, mais ils résolvent des types de problèmes différents. La principale différence entre la régression linéaire et la régression logistique tient au fait que la régression linéaire elle sert à prédire des valeurs numériques, comme prédire le prix d'une Toyota l'année prochaine, ou encore quel serait le prix moyen d'une Toyota Avalon en 2026 ou 2027. Euh, vous savez, le prix pourrait être n'importe quoi, de 0 à, je ne sais pas, 1 million de dollars, ou cela pourrait être n'importe quelle valeur. Pour la régression logistique, on parle aussi de prédiction, mais la variable cible que l'on cherche à prédire est généralement catégorielle. Donc, elle prend des valeurs très limitées, parfois seulement 2, ce qui correspond à une régression logistique binaire, parfois 3, 4 ou 5. Mais en général, l'ensemble des valeurs que la variable cible peut prendre est très limité. Je ne sais pas. En général, c'est en moyenne moins de 5. Mais il se peut que vous ayez une régression logistique où vous prédisez à partir de quelque chose qui a plus de 6 options. Mais en général, il y a moins de 5 catégories. Mais c'est généralement à cela que sert l'équation logistique. Que fait-on? La première étape consiste toujours à trouver un bon jeu de données, et comme je vous le disais, j'ai une vidéo sur la façon de constituer ou de trouver votre propre jeu de données. Sur Cargo, une plateforme où des data scientists, des analystes de données et des ingénieurs en apprentissage automatique collaborent pour créer du contenu open source de grande qualité. Il y a donc tellement de bons ensembles de données pour différents cas d'utilisation, alors allez-y, jetez-y un œil, Cargaison. J'ai trouvé mon jeu de données sur Cargo, c'est donc là que je vais construire mon modèle d'intégration logistique. Et c'est à peu près tout. Lorsqu'une personne fait une demande de prêt, qu'est-ce qui détermine si sa demande sera approuvée ou rejetée? J'ai choisi ce sujet parce que quand on est à l'école, on fait souvent une demande de prêt étudiant pour s'aider un peu, vous savez, à financer ses études pendant 4 ou 5 ans, parce qu'à ce moment-là, on n'a pas assez d'argent pour payer de sa poche. Donc en général, un prêt étudiant aide beaucoup d'étudiants, mais si vous avez la chance d'avoir une éducation gratuite, c'est très bien aussi. Je veux dire, c'est parfait. Mais en fait, beaucoup d'étudiants doivent faire une demande de prêt étudiant et lorsqu'ils postulent, il n'est pas garanti qu'ils seront acceptés ou refusés. C'est pour ça que j'ai un peu choisi ce sujet. Alors, quels sont les facteurs déterminants et comment peut-on prédire si la demande de prêt de quelqu'un sera acceptée ou refusée? Et en fait, de nombreuses sociétés de prêt utilisent déjà des modèles d'apprentissage automatique pour prédire le résultat d'une demande de prêt étudiant ou même de tout autre type de prêt. Donc, généralement, lorsque vous faites une demande de prêt et que vous envoyez votre dossier à cette plateforme, ils ont leur propre modèle d'apprentissage automatique qui analyse vos données. Ensuite, simplement sur la base du modèle d'apprentissage automatique qu'ils ont développé, il va fournir un résultat immédiat à la personne chargée d'accorder ou non le prêt. Donc, simplement en fonction du résultat du modèle, la personne va envoyer un email au demandeur en disant: «Ah, vous savez quoi? Votre prêt a été refusé ou approuvé simplement sur la base de ces critères, blablabla. Et généralement, ces critères ne proviennent pas directement d'une personne, mais plutôt d'un modèle qu'ils ont construit auparavant. Et la personne humaine ne fait que vérifier une seconde fois le résultat du modèle, ce qui est assez puissant. Donc, lorsque nous avons notre jeu de données, il s'agit de demandes de prêt. Et la première chose que nous faisons est toujours de charger nos données. Vous savez de quoi parlent les données, combien de lignes, combien de colonnes le jeu de données contient-il. Et puis, une fois que nous avons chargé nos données, nous voulons généralement avoir une sorte d'aperçu, une idée générale. Vous savez à quoi ressemblent les données en utilisant par exemple la fonction head en Python. Cela va nous aider à avoir une vue d'ensemble de ce que contiennent les données.
Ici, nous avons probablement une notification 0, 1, 2, 3, 4, ce qui correspond sans doute à des instances de personnes qui ont fait une demande de prêt dans ce jeu de données particulier, et ce sont des informations sur ces personnes, combien de personnes, le numéro de l'imprimante, qui est probablement le nombre d'enfants de cette personne, le niveau d'éducation de cette personne, si cette personne est employée ou non, le revenu annuel de cette personne, le montant du prêt, combien il souhaite réellement emprunter, combien je veux réellement obtenir de cette société de prêt, puis la durée du prêt, c'est-à-dire combien de temps, soit ils vont rembourser l'argent qu'ils empruntent à cette société, qu'ils empruntent à cette société. Donc c'est quelque chose comme ça. Et puis nous avons beaucoup d'autres attributs ici. Et puis à la fin, nous avons ceci, statut du prêt qui est approuvé ou rejeté, ce qui est en fait la variable cible ici. Donc, une fois que vous avez une vue d'ensemble de l'apparence des données, on souligne un peu que c'est le même processus que l'intégration, puis on commence à nettoyer les données. Donc, je me suis rendu compte en nettoyant ces données que certains des attributs sont nommés de cette façon. Vous savez, il y a comme un espace, puis le nom de l'attribut, vous voyez, espace et attribut. On ne veut pas ça parce que parfois, vous pourriez vouloir obtenir des détails sur ce type d'attribut. Et quand vous appelez cette fonction, vous utiliseriez simplement ce nom d'attribut parce que c'est ce que vous connaissez. Et alors, ça va vous donner une erreur. Parce que le nom de l'attribut dans les données a en fait un espace vide avant le vrai nom de l'attribut. Donc on veut se débarrasser de ça. C'est pour ça que j'ai en quelque sorte supprimé ça. Si vous voulez me demander comment j'ai découvert que certains attributs avaient comme un espace entre le nom de l'attribut, c'est simplement en regardant les données et en consultant certaines de leurs descriptions. C'est pour cela que faire une description basique, un aperçu général des données, c'est très utile cette fois-ci. Et puis, une fois que j'ai nettoyé mes données, il n'y avait également aucune valeur manquante. Je vérifie toujours les valeurs manquantes et les valeurs aberrantes au cas où vous ne voudriez pas biaiser vos données vers un certain type de résultat. Donc, vérifiez bien s'il y a des valeurs manquantes, des valeurs aberrantes. Et ensuite, si les valeurs sont manquantes, supprimez-les. Si ce sont des valeurs aberrantes, trouvez un moyen de les gérer. Mais heureusement, nous avons un ensemble de données tellement propres que nous n'avions aucun de ces problèmes. Donc, c'était agréable. Et puis, l'étape suivante serait simplement de comprendre quelle est la relation entre la variable cible, qui est dans ce cas le statut du prêt ici, et puis certains des autres attributs que nous avons, peut-être le nombre de personnes à charge et tout le reste. Donc l'idée serait de comprendre si peut-être, je ne sais pas, le revenu annuel influence le statut de la demande de prêt. Cela signifie, est-ce que cela aide si le revenu annuel de la personne est plus élevé? Peut-être que cela aidera ou que cela augmentera les chances qu'une personne voit effectivement sa demande de prêt approuvée, comparé à quelqu'un qui gagne beaucoup moins qu'elle. C'est pour cela que j'ai inclus cette étape d'analyse exploratoire des données, où j'essaie simplement de comprendre quelle est la relation entre la variable cible et la variable descriptive dans l'ensemble de données. Donc, par exemple, je fais juste j'ai en quelque sorte affiché un graphique entre, le statut du prêt et tous les autres attributs que nous avons dans les données. Et puis je l'ai fait pour chaque, variable. Vous pouvez ne pas le faire, ce n'est pas obligatoire, mais l'objectif est de comprendre quelles variables sont réellement les plus significatives lorsqu'il s'agit, par exemple, d'accorder un prêt, d'approuver ou de rejeter la demande de prêt d'une personne. Et puis après avoir comparé les variables numériques et la variable cible que nous avons, j'ai découvert que le score de crédit et la durée du prêt sont deux des facteurs les plus importants qui déterminent si quelqu'un va voir sa demande de prêt approuvée ou rejetée. Tout simplement parce que plus le score de crédit est élevé, plus il y a de chances que la société de prêt suppose que vous allez rembourser l'argent parce que c'est la définition d'un score de crédit élevé. Un score de crédit élevé signifie que vous remboursez généralement vos dettes à temps, ce qui est très important pour ce type d'entreprise. Et puis, concernant la durée du prêt, peut-être qu'ils ne veulent pas quelqu'un qui obtient un prêt et le rembourse en 5 ans. Peut-être qu'ils veulent récupérer cet argent dans un délai beaucoup plus court.
Donc peut-être que plus la durée de votre prêt est longue, moins vous avez de chances de voir votre prêt approuvé. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours faire une sorte de visualisation. C'est assez important et c'est en fait un très bon moyen de montrer votre travail si vous faites une présentation à quelqu'un, comme un décideur, à votre manager ou autre. Ensuite, bah, je fais à peu près la même chose avec d'autres variables catégorielles également. Et puis j'ai découvert que le fait d'avoir au moins un diplôme de niveau master, comme un niveau d'éducation plus élevé, comme un master ou un doctorat, ne signifie pas nécessairement que votre prêt sera approuvé. Comparé à quelqu'un qui n'a peut-être qu'un diplôme d'études secondaires, donc ici, le niveau d'éducation n'a aucune importance. Oui, c'est à peu près ce que j'ai fait et puis avant de construire le modèle. Donc la raison pour laquelle je faisais cela, c'est que parfois, quand on construit le modèle, nous ne voulons pas utiliser chaque variable de notre ensemble de données, car cela surentraînerait le modèle. Parfois, parmi toutes ces variables, nous voulons simplement en utiliser, disons, 15 variables explicatives que nous avons. Quelles sont les principales? Peut-être 3, 4 ou 5 qui expliquent le mieux, le résultat d'une demande de prêt et ensuite nous construisons en quelque sorte le modèle logistique en utilisant seulement ces 5 attributs au lieu d'utiliser les 13 attributs du modèle, ce qui permet de se concentrer uniquement sur ce qui compte le plus. Et cela permet aussi au modèle de trouver lui-même des schémas au lieu de le surajuster, sans raison particulière. C'est aussi pour cela que nous faisons cette visualisation afin de réduire la taille des données utilisées pour la construction du modèle. Et puis, comme nous parlons d'un score de critique, nous allons probablement l'utiliser pour le modèle. Nous parlons du long terme, nous allons aussi l'utiliser pour construire les modèles. Voilà donc quelques-uns des éléments que nous allons utiliser. Nous n'allons certainement pas tout utiliser, car tout n'est pas significativement important pour prédire le statut d'une demande de prêt. Et enfin, la dernière chose dont je veux parler, c'est qu'il nous faut effectuer une étape d'ingénierie des caractéristiques dans le jeu de données. L'ingénierie des caractéristiques consiste généralement à transformer certaines variables en quelque chose qui aurait du sens pour le modèle. Nous devons donc effectuer une dernière étape d'ingénierie des caractéristiques. Cette étape consiste donc, comme vous pouvez le voir ici, le statut du prêt, qui était la variable cible. Nous en avons besoin pour le modèle, mais il s'agit de texte. Donner, approuver, rejeter, rejeter, approuver. Cependant, le modèle ne comprend rien qui ne soit pas numérique. Donc, si quelque chose n'a pas comme 0, 1, 2, 3 ou toute valeur qui n'est pas numérique, cela doit être transformé avant d'être introduit dans le modèle. C'est pourquoi nous allons faire de l'ingénierie des caractéristiques, appliquer certaines techniques d'ingénierie des caractéristiques, c'est-à-dire transformer cette variable en quelque chose qui aura du sens pour le modèle. Et dans ce cas, nous utilisons simplement 0 ou 1. Donc, chaque fois que c'est approuvé, nous donnons la valeur 1 et chaque fois que c'est rejeté, nous donnons la valeur 0. Ainsi, une fois que vous avez construit un modèle et que vous prédisez le résultat suivant, si la valeur du résultat est 0, vous savez que le prêt a été refusé. Si c'est 1, vous savez que le prêt a été approuvé. Gardez cela à l'esprit lorsque vous construisez votre modèle. Le modèle ne comprend rien qui ne soit pas numérique. Et oui, c'est à peu près ce que j'ai fait ici lors de l'étape d'ingénierie des caractéristiques. Et ensuite, j'étais prêt à construire le modèle et je vais aussi profiter de certaines fonctions intégrées qui existent déjà en Python dans le module SQL Learn. Nous avons donc toutes ces fonctions qui servent à construire un modèle de régression logistique. Nous n'avons donc rien de plus à faire. Je vais donc envoyer ce fichier dans le lien ci-dessous. Vous pourrez donc simplement copier cela et l'essayer vous-même chez vous. Et encore une fois, comme nous en parlions, nous n'utilisons que ces deux variables pour créer un modèle. Et ensuite, nous construisons nos modèles. Et rappelez-vous que lorsque nous construisons un modèle, nous devons diviser nos données en un ensemble d'entraînement et un ensemble de tests. L'ensemble d'entraînement sera utilisé par le modèle pour, en quelque sorte, comprendre pourquoi un prêt est approuvé ou refusé. Et l'ensemble de tests sera utilisé pour tester la performance du modèle que nous venons de construire. Vous savez, il faut s'assurer que le modèle que nous allons créer puisse être mis à l'échelle.
Pour les futures demandes de prêt, vous savez, quand quelqu'un fait une demande de prêt, peut-être la semaine prochaine, nous pouvons utiliser notre modèle pour prédire avec une grande précision, et oui, avec une grande précision. À chaque entraînement, vérifier la précision sur l'ensemble d'apprentissage ne suffit pas. Il faut aussi que celle du test soit aussi élevée, voire plus. Idéalement, les précisions d'entraînement et de test doivent rester dans la même fourchette. C'est simplement pour s'assurer que nous ne surajustons pas le modèle et que nous obtenons également une bonne précision afin que le modèle soit fiable pour une utilisation future. Oui, donc la précision est notre métrique d'évaluation ici. Nous avons également d'autres métriques que nous avons mentionnées, une procédure et un rappel qui viennent simplement soutenir la précision. Mais dans ce cas précis, lorsque la précision est suffisamment élevée, vous savez que votre modèle est plutôt bon et vous pouvez alors le mettre en production et l'utiliser dans la vie réelle ou une situation réelle, comme par exemple une demande de prêt étudiant. Vous savez, quand vous achetez une maison, il se peut que vous ayez besoin d'un prêt pour, par exemple, un acompte. Donc tout cela aide. Et oui, c'est ce que nous avons construit. Nous avons construit notre modèle de régression logistique et c'est à peu près ce dont nous avions besoin pour poursuivre les étapes. Merci d'avoir regardé et si vous avez des questions, faites-le moi savoir et à la prochaine. À bientôt.